pour les gens qui nous regardent. Super. Bon, bienvenue à tous. Je voulais souhaiter vraiment la bienvenue et vraiment vous remercier pour tout l'intérêt que vous portez à ce Meetup NLP qu'on a initié entre l'ANS, l'Agence du numérique en santé, et l'INRIA. C'était un peu un coup de poker, on va dire. On s'est dit, on va essayer de faire une communauté, on va essayer d'intéresser les gens au NLP dédié à la santé. On ne pensait pas que ça allait prendre comme ça. On est super content que vous soyez tous aussi là. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que ce meet-up, c'est le vôtre aussi. Et si vous avez des suggestions, des idées, n'hésitez pas. L'idée de ce meet-up, c'est de dire, en fin de compte, aujourd'hui, tout le monde parle de la data, tout le monde veut faire de l'IA, tout le monde veut faire des choses super intéressantes. Oui, mais quand je regarde les données médicales d'un des pays, j'ai 80 à 90% de ma masse de données dans un des pays, c'est du courrier. Bon, si j'exclus les images, hein, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je fais de ces courriers? Aujourd'hui, sans NLP, sans annotation, sans système comme ça, j'en fais rien. Et puis, j'ai des données qui sont structurées, qui sont extrêmement pauvres. Hein. On a du PMSI, on a des mouvements, on a des fois un peu de prescription, un peu de biologie, et puis c'est tout, quoi. Donc, on fait pas grand-chose avec ça. Et donc, aujourd'hui, l'ANS et l'INRIA, enfin, surtout l'INRIA, d'ailleurs, s'est intéressé depuis très longtemps à ces algorithmes de NLP. Je ne vais pas en discuter plus, mais c'était tout l'intérêt pour nous, Agence du numérique, d'investiguer là-dedans et derrière de monter cette communauté. Je voudrais vous remercier aussi Natalia pour derrière sa future présentation et nos 3 entreprises qui vont présenter ce soir, qui vont pitcher sur ce qu'elles font dans le NLP. Et puis, je vais passer la parole à Christelle de l'INRIA. Exactement. Bonjour à tous. Donc moi aussi ravie de vous retrouver pour certains, ravie d'accueillir les nouveaux, que ce soit en ligne ou sur place. Donc moi je suis responsable adjointe du programme santé numérique d'INRIA. On est aussi localisé ici, membre fondateur de Paris Santé Campus. Donc ravie de ce nouveau meet-up 3e de l'année 2024. On vous annoncera en fin de session la date de 2025, la prochaine. Et peut-être pour le programme, est-ce que tu peux passer au slide suivant? On vient de le dire, mais je le rappelle. Tout à fait. On a un comité de pilotage aussi, que vous n'avez pas vu. Céline Griner de l'ANS qui va nous retrouver et Philippe Gesnoin qui doit être pas loin aussi pour l'INRIA. Voilà. Et le prochain slide, s'il te plaît. Ah, ça marche, c'est parfait. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Natalia Grabar, qui est chercheuse au CNRS spécialisée en traitement automatique des langues à l'Université de Lille, et les 3 entreprises qui ont été retenues suite à l'appel à candidature, notre dernier appel à candidature, Kereval, Hospi et Aliatech, que vous allez voir et qui nous présenteront des cas d'usage utilisant un outil à base, avec une base et une brique de NLP. Voilà. On va pas perdre plus de temps pour commencer. Je vais appeler Natalia, te laisser la parole pour cette première présentation. Tu as la main là-dessus. Merci pour cette invitation et merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, je vais parler de la simplification de tests de santé. Il faut forcément que je parle dedans. Et donc, voilà, par rapport à ce qui a été dit, donc effectivement, dans des hôpitaux, il y a beaucoup de données textuelles qui sont surtout à destination des professionnels de santé. Donc, les besoins de professionnels de santé, en fait, consistent souvent à retrouver rapidement une information donnée, que ce soit les patients, les thérapies, un historique. Donc là, ce sont surtout des méthodes d'extraction, de catégorisation, classification de données. Donc moi, ma présentation se positionne d'un autre point de vue.
Donc, les besoins que j'adresse aujourd'hui, que je présente aujourd'hui, concernent les patients et leurs familles. De manière générale, les personnes qui ne sont pas spécialistes en médecine, mais qui souvent, en fait, côtoient ces informations pour des raisons de santé. Enfin, on est tous à un moment donné dans cette situation. Donc, et voilà, et le besoin de cette population qui n'est pas experte en santé consiste de comprendre les informations. Donc, à savoir que dans un domaine de spécialité comme la médecine, c'est aussi vrai pour d'autres domaines de spécialité, il y a beaucoup de connaissances qui sont très pointues, assez opaques si on n'est pas formé en cela. Et donc, pour les patients, le besoin consiste de les comprendre au mieux. Et donc, on verra plus tard que cela peut avoir des conséquences sur leur parcours de santé. Donc, en gros, mieux ils comprennent, mieux ils suivent le processus de soins, les conseils du médecin, les traitements, les thérapies, etc. Moins il y a de réhospitalisation, de reconsultation, etc. Donc, et là, en fait, on va passer par la simplification qui consiste à adapter des documents à un niveau donné de connaissance. Donc, c'est un domaine de recherche, en fait, qui est assez récent. Donc, la simplification manuelle existe depuis un certain temps. Par exemple, si on a des manuels ou des versions adaptées de romans pour des enfants, pour des étrangers. Donc, ça, c'est la simplification manuelle qui se fait depuis un certain temps. La simplification automatique est un domaine relativement récent, en fait, depuis une dizaine d'années qu'on y travaille. Et donc, il y a encore beaucoup de questions, de problèmes qui restent à résoudre. Donc, je vais présenter des travaux de manière assez large. Mais donc, bon, il faut savoir qu'il y a des questions qui se posent en fait à différents endroits. Donc, les destinations de la simplification, enfin, les destinataires sont très variés. Déjà, il y a des humains. Parmi les humains, c'est surtout les patients qui nous intéressent. Et il y a aussi d'autres applications du TAL, du NLP. Parce que, en fait, parfois, on peut avoir des structures de phrases un peu imbriquées. Et si on simplifie, pour d'autres applications, ça devient aussi plus facile. Donc, nous, on s'intéresse aux patients. Donc, typiquement, le contexte dans un hôpital médical, on a d'un côté les patients avec leurs connaissances, avec leur alphabétisation, leur health literacy, alphabétisation en santé donnée. De l'autre côté, on a les médecins qui ont leur niveau d'expertise, qui fournissent les soins de santé. Donc, entre les deux, il y a les connaissances qui sont soit exprimées de manière orale ou écrite. Donc, ça peut être la littérature, donc les travaux de recherche ou le dossier médical. Et donc, ces documents de santé, qu'elles soient exprimées en fait de manière orale ou écrite, ont un certain niveau de lisibilité. Donc, les documents, c'est la lisibilité, les personnes, c'est l'alphabétisation, donc les connaissances. Pour augmenter l'alphabétisation, par exemple, des patients, les médecins font des séances d'ETP, éducation thérapeutique des patients. Donc, souvent, c'est ciblé sur des patients, des maladies, des groupes de patients, des âges, etc. Et du côté de lisibilité des textes, en fait, actuellement, et c'est sur cela que je vise aussi, ce sont des méthodes de TAL qui sont exploitées. Donc, il faut aussi savoir qu'il existe différents niveaux d'alphabétisation. Donc, en général, on en distingue 5, de 1 à 5. Donc, en général, on commence par des compétences assez basiques. Donc, il faut lire un texte court, comprendre, retrouver des idées similaires,
Donc vraiment au niveau d'une phrase ou de paragraphe, et au fur et à mesure, les compétences requises en fait augmentent. Donc le texte va être plus long, les opérations plus diversifiées. Par exemple, trouver des informations similaires, trouver des arguments, des contradictions, faire une synthèse, faire de la rhétorique, etc. Aussi, voilà, synthétiser. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y a aussi des personnes qui ont un niveau d'alphabétisation qui est encore inférieur. Donc, du coup, maintenant, on parle plutôt de 6 niveaux, de 0 à 5. Et il y a le versant médical, donc c'est la health literacy, ou alphabétisation médicale, où en fait, on demande aussi aux personnes de lire, comprendre et utiliser les informations de santé. Donc, il existe un questionnaire d'auto-évaluation, HLS OU16, qui est paramétré en français pour les adultes. Donc, c'est des questions d'ordre assez général. Par exemple, est-ce que vous êtes à l'aise avec un médecin? Est-ce que dans la pharmacie, vous comprenez ce que vous dit pharmacien? Donc, c'est assez général. Et voilà, donc en général, on peut administrer ce questionnaire avant de faire d'autres expériences. Donc d'expérience, en général, les personnes surestiment leur capacité d'alphabétisation médicale. Donc, comme je disais, en fait, ça présente un réel problème dans le domaine de la santé. Donc déjà, même si on crée des documents pour les patients et leurs familles, très souvent on se rend compte que le niveau de lisibilité est largement supérieur à ce qui est attendu. Et donc cela pose aussi des difficultés du côté des patients parce qu'ils voilà, ils peuvent pas comprendre. Et après, quand ils utilisent ces connaissances, donc ça donne des choses de ce type-là. Donc il y a une confusion de mots, de termes. Mais à la fin, en fait, il y a une sorte de conclusion de la part des patients où ils vont se faire des idées sur des thérapies, des traitements. Et en fait, ils vont venir avec une attente assez précise par rapport au médecin. Et peut-être si ça ne va pas dans leur sens, dans ce cas-là, il n'y aura pas de relation de confiance entre les deux. Et donc, la difficulté est aussi là parce qu'il faut pouvoir créer des relations de confiance entre les deux populations pour que le processus de soins se passe bien. Donc, pour simplifier ou pour rédiger de manière simple, en fait, depuis quelques années, il y a des guides de rédaction qui ont été établis par des institutions, par des chercheurs. En général, il s'agit de règles, de principes assez génériques. Donc, par exemple, utiliser des mots simples. Donc là, on se pose la question, qu'est-ce que c'est un mot simple? Est-ce que c'est un mot court, un mot fréquent? Est-ce qu'il est fréquent? Il doit être fréquent dans quel type de corpus? Pareil pour des structures syntaxiques. Là où tout le monde est d'accord, c'est qu'il faut éviter, par exemple, des tournures passives, des notions abstraites, mais dans le domaine de la santé, c'est compliqué, etc. Donc il y a en fait beaucoup de principes de ce type-là, mais ils doivent être réinterprétés. Donc il existe des rédacteurs techniques qui maîtrisent très bien ces principes, mais en fait c'est leur secret professionnel, donc ils n'en parlent pas. Et donc pour les chercheurs en TAL, nous on doit les réinterpréter, soit explicitement, soit sur la base de corpus qui existent. Donc ici, j'ai répertorié des initiatives que je connais sur la génération, la création, pas la génération, la création de contenu à destination de patients. Donc typiquement, les encyclopédies en ligne, donc Wikipédia s'adresse à la population générale, Wikipédia s'adresse aux enfants de 8 à 13 ans. Donc du coup, ce sont des informations plus simplifiées, plus abordables. Pareil, Cochrane, collaboration Cochrane, propose des revues systématiques et depuis quelques années, ils ont aussi des résumés en simplifié, en fait, plain language summaries. Des notices de médicaments, donc là, pareil, il y a des RCP pour les médecins, les notices de médicaments qui sont vendus avec les médicaments dans des pharmacies. Donc des manuels de santé, pareil, existent en deux versions.
Et donc, dernièrement, il y a aussi en langage Falk, facile à lire et à comprendre. C'est vraiment le niveau très basique qui ont en fait, qui se sont beaucoup investis pour faire des BD en fait, des petits textes sur des maladies, des procédures, des thérapies. Donc Falk au départ c'était créé pour des personnes trisomiques, mais après ça s'est étendu sur la population de manière générale. Et donc même les candidats aux élections présentent maintenant leur programme en Falk. Donc la simplification c'est disons un processus qui peut être assez direct. Mais on peut aussi le décomposer, on peut différencier différentes tâches qui contribuent tout en fait à la compréhension et à la simplification. Donc je vais un peu détailler ces tâches. Donc déjà le diagnostic de la difficulté du texte ou des mots et des passages. Donc la différence c'est qu'un texte est plus grand, donc il y a beaucoup plus d'informations et on peut s'accrocher à beaucoup plus d'informations qui sont déjà présentes dans le texte. Donc typiquement, il s'agit des formules de lisibilité qui sont utilisées. Donc elles sont, comme vous voyez, elles ont été proposées il y a 80 ans, mais elles sont toujours utilisées et ce sont des indices qu'on appelle de surface. Donc la longueur des mots, des phrases, nombre de mots, les moyennes, pondérées, etc. Et dernièrement, enfin plus récemment, on utilise aussi des mesures computationnelles qui sont faites avec l'apprentissage, souvent supervisé. Donc, il existe plusieurs tests de lisibilité. Donc, au début, c'était surtout en anglais, à savoir qu'aux États-Unis, c'est un test obligatoire pour des documents militaires administratifs. Du coup, c'était déjà présent avant. Et depuis quelques années, c'est les deux derniers, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont aussi faits pour le français. Donc, parce qu'il faut les adapter à pour chaque langue, en fait. Et donc là, je l'ai testé avec un cas clinique. Et enfin, c'est un cas clinique assez court, assez basique. Et donc, voilà, c'est l'outil lisible. Mais je dis encore, il y en a vraiment beaucoup. Donc, il établit le score qui est dans la moyenne. Donc, c'est entre les deux. Mais voilà, en revanche, il faut revoir quasiment toutes les phrases et pas mal de mots pour que ce soit passable et compréhensible. Donc ici, en fait, on peut détailler qu'est-ce qu'on peut regarder. Déjà, les indicateurs de surface, les mots, la longueur, les fréquences, est-ce que c'est connu dans un dictionnaire ou non? Les temps des verbes, donc les fréquences, la longueur des phrases, est-ce qu'il y a une structure ou non? Donc là, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont à rouge et puis il y en a plus bas aussi, donc des latinismes, anglicismes, des mots inconnus ou des mots rares. Donc ça, c'est si on décompose. Après, il y a différents aspects de la lisibilité. Et donc, voilà, nous, on a fait quelques expériences, par exemple, avec des informations morphologiques, comme la médecine a beaucoup de termes qui sont morphologiquement complexes. Donc, on s'est dit qu'on peut utiliser ces informations pour accéder à ces descripteurs et puis pour catégoriser des textes. Donc voilà, il y a tout un traitement pour accéder aux informations morphologiques, pour décomposer des mots, et on fait une catégorisation. Donc l'objectif, c'est d'avoir des performances qui sont dans le coin droit en haut. Donc plus c'est proche, meilleures sont les performances. Et donc on voit effectivement que les descripteurs morphologiques qui sont en rouge, en fait, ils sont vraiment groupés en haut. Donc, ils permettent de bien distinguer les deux discours. Donc, le discours des patients et le discours, discours pour les patients et le discours pour les experts. La baseline était le lexique, donc c'est les points en vert. Donc, on voit que les performances sont moins bonnes. Donc, vraiment, en tout cas dans le domaine médical, les termes, leur composition, leur structure sont très indicatifs de la difficulté.
Donc souvent, on peut se fier à cela. Et donc ici, c'est la présence des unités morphologiques par rapport à leur fréquence. Donc la présence est plus discriminante dans plusieurs cas. Donc il y a aussi la subjectivité qui peut être importante. Qu'est-ce qu'on considère comme la subjectivité? Donc ici, c'est donc la négation, l'incertitude, les modifieurs, les émotions qui sont exprimées de différentes manières. Et bon, on a pris aussi des unités morpho plus médicales, donc les maladies, actes médicaux, etc. Et donc ici, on a trois genres en fait. Donc les documents cliniques, les documents scientifiques, les publications et les forums. Donc on voit que déjà les forums sont assez facilement distinguables. Donc on a des performances très hautes. Mais en fait, les documents cliniques et scientifiques sont aussi distinguables. Donc ça, c'est pas la question d'expertise. L'expertise est dans les deux. Mais en revanche, il y a quand même des différences inhérentes de deux types de documents. Et voilà, donc par exemple, chaque type de document va se concentrer sur un aspect donné. Par exemple, les articles scientifiques sont dédiés aux maladies, aux traitements. Et il y a beaucoup d'incertitudes parce qu'on extrapole. Dans les documents cliniques, il s'agit beaucoup d'actes médicaux et de traitements. Et il y a beaucoup de négations parce que le processus de diagnostic, c'est un peu comme une enquête policière. On rejette des hypothèses pour trouver le bon diagnostic. Et dans les forums, bon, bah, ça, c'est des écrits de citoyens avec beaucoup d'émotions, etc. Donc, si on passe à la détection de mots et passages difficiles, donc là, on est à l'intérieur de texte. On a beaucoup moins d'informations parce que c'est au niveau des mots ou des passages. Donc, cela peut être basé sur un dictionnaire, comme sur l'outil qu'on a vu tout à l'heure, lisible. Est-ce que c'est présent dans le dictionnaire ou non? Ou est-ce qu'il y a un typage sémantique de ces mots dans le dictionnaire? On peut aussi utiliser d'autres informations. Donc, là, vous voyez un transparent sur les travaux qui existent par les chercheurs, en fait, que ce soit en psychologie, en linguistique ou en TAL. La difficulté des mots, c'est quelque chose qui est une notion assez fréquente. Donc, on a utilisé les termes de la terminologie SNOMED internationale. Et on a demandé, ici on a 3 annotateurs, d'annoter les mots qui sont lématisés, de dire est-ce qu'ils peuvent comprendre ou ne peuvent pas comprendre. Et on voit que la différence est assez nette en fait entre je comprends, je comprends pas. Donc c'est jusqu'à 70% de pas comprendre. Et l'accord entre les annotateurs est assez bon parce que voilà, face à un domaine de spécialité, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. Et donc là, en fait, pour catégoriser, il nous faut caractériser les mots avec d'autres informations, des connaissances externes, en fait, qui viennent des corpus, des étiqueteurs, les fréquences, des terminologies, des scores de lisibilité. Et donc, cela permet d'obtenir ce type de résultats. On voit que c'est quand même c'est très performant. Donc, la tâche est plus complexe que par rapport au texte, parce qu'on est sur des unités plus petites. Mais voilà, dans un domaine de spécialité, la différenciation est assez aisée à faire. Donc là, c'est voilà ce que ça donne en nombre. Et on a aussi fait donc par un notateur et puis l'unanimité et le vote majoritaire. Et donc on voit que comme il y a beaucoup moins d'ambiguïté pour l'unanimité et le vote, les performances augmentent aussi. Donc voilà, les tests classiques en apprentissage pour voir quels descripteurs sont plus efficaces. Donc on voit que déjà la partie du discours de savoir est-ce que c'est un nom ou un adjectif, c'est presque 60% de performance. Donc la chaîne initiale, chaîne finale, la longueur de mots est aussi importante, les fréquences aussi, que ce soit sur les corpus ou dans les
ou sur un moteur de recherche. Donc après, si on prend le modèle obtenu avec ces données annotées, et si on l'utilise sur un compte-rendu hospitalier, donc on voit en rouge, c'est les mots qui sont prédits comme pas compréhensibles. Donc on voit en effet qu'il y a des mots composés, des abréviations, des noms propres. Il y a aussi quelques erreurs, par exemple suite au pluriel qui n'a pas été lemmétisé, du coup n'a pas été reconnu pour la suite. Voilà. Et après, ces annotations ont été utilisées pour faire un modèle de reconnaissance. Donc un autre travail que je vais présenter concerne les méthodes de kilométrie. Donc ça, c'est des méthodes de psychologie qui permettent justement de voir par quoi est attaché le regard. Et le regard est souvent attaché par il est capté par des difficultés, justement, dans notre hypothèse, les mots qui ne sont pas bien compris, qui ont des difficultés de lecture. Donc il y a des indicateurs de kilométrie comme des saccades, c'est quand on va d'un mot à l'autre, d'un point de fixation à l'autre. C'est quand on acquiert des nouvelles informations, on les lit. Les fixations quand on reste pour assimiler et des régressions pour revenir en arrière pour vérifier des informations. Donc ce sont des indicateurs les plus fréquents. Donc on a utilisé des textes, les deux étaient simplifiés manuellement. Donc un qui a beaucoup de termes, des composés médicaux, et l'autre qui a des valeurs numériques. Voilà. Et donc là, on voit la lecture, des exemples de lecture, le texte original avec des fixations beaucoup plus grandes, des saccades plus courtes et le texte simplifié. Donc on voit que la simplification, ça sert en fait, pareil pour le deuxième texte. Donc ici, la difficulté, c'est les valeurs numériques. Donc ça perturbe beaucoup la lecture. Et donc les différences entre les deux textes sont significativement statistiques pour quasiment tous les indicateurs. Bon, à savoir que en alchiométrie, il y a une cinquantaine d'indicateurs différents. Il n'y a pas que ces trois. C'est vraiment à la base, mais il y en a une bonne cinquantaine. Et cela permet aussi de faire une typologie des mots qui sont difficiles et sur lesquels il faut se concentrer pendant les travaux de simplification. Donc, abréviation, nom propre, emprunt en latin, l'anatomie humaine, voilà. Donc, quand on simplifie, il faut aussi avoir des ressources pour pouvoir simplifier. Donc là, c'est typiquement les lexiques qui existent pour la langue générale, quelques ressources, il existe en français. Et pour l'américain, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et ceux qui existent en français sont vraiment assez réduits. Donc, la ressource la plus conséquente, c'est le Consumer Fast Vocabulary en anglais qui a été créé il y a déjà un certain temps. Et donc, c'était aussi l'objectif de créer quelque chose de ce type-là en français. Donc, typiquement, myocardial infarction, heart attack, des choses comme ça. Et donc, on a utilisé plusieurs méthodes. Donc, déjà, la détection d'abréviations. Donc, on obtient des propositions intéressantes. Donc, hypoglycémie, manque de sucre dans l'organisme. On a aussi utilisé encore une fois, les informations morphologiques avec toute une chaîne de traitements. Et donc là, on obtient des choses comme podalgie, douleur du pied, mastite, inflammation du sein, etc. Et on a utilisé aussi des reformulations, donc 3 types de reformulations. Des marqueurs de reformulation, des parenthèses et puis des utilisations d'abréviations et leur développement. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur les méthodes, comment on l'a fait. Donc, c'était avec l'analyse syntaxique surtout et donc les groupes syntaxiques. Actuellement, en fait, on est à environ à 17 000 couples. Et donc, c'est ce qui sont utilisables et on les aligne actuellement avec l'UMLS pour avoir le lien avec la terminologie de référence. Et donc, par rapport aux travaux existants, on est plutôt bien placé, que ce soit en couverture ou
en précision et rappel des méthodes. Après, une fois que ce sera aligné, on pourra aussi avoir l'idée des termes qui manquent, qu'il faudrait compléter. Et à terme, on voudrait le faire inclure dans le MLS pour que ce soit disponible pour d'autres personnes qui travaillent sur ces sujets. Donc, quand on fait la simplification, et donc là, c'est vraiment le cœur des travaux de simplification. Donc, typiquement, on a des paires de phrases techniques, phrases simplifiées, énormément de phrases de ce type-là, des paires de phrases, qu'on donne aux algorithmes d'apprentissage qui vont après, à partir de cela, apprendre les règles de transformation qui peuvent être au niveau lexical ou syntaxique. Donc, quand on a... Bon, en fait, en français, il n'y en avait pas dans le domaine médical. Du coup, on a dû créer ces paires de phrases. Donc, il existe des travaux surtout en bilingue et en monolingue. On parle surtout des STS, Semantic Text Similarity, avec entre autres des compétitions de TAL, surtout en anglais. Donc, du coup, voilà, on a dû créer les paires de phrases par nous-mêmes. Donc, on a pris 3 sources de documents, on a aligné pour arriver. Donc, voilà. On avait 600 phrases, et pour dire qu'en fait que le taux d'alignement est extrêmement faible dans ces documents. Donc, même si ce sont des documents comparables, on parle des mêmes choses, mais les documents ont été rédigés de manière indépendante et les informations peuvent varier. Et en fait, ce qu'on retient, c'est des phrases avec la sémantique identique. Donc, en gros, c'est la même chose, mais exprimée de manière différente, ou avec des inclusions sémantiques. C'est-à-dire qu'il y a des informations en plus d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et donc, cela nous faisait ces 600 quelques paires de phrases. Et après, voilà, on veut faire pareil, un modèle de langue pour après traiter d'autres documents et acquérir d'autres paires de phrases de ce type-là. Donc, on a des indicateurs, des descripteurs basiques sur les mots communs, les chaînes d'édition, la similarité lexicale, les n-grammes et les plongements lexicaux. Et c'est la combinaison de ces différents indicateurs qui donne les meilleurs résultats. En savoir que c'est sur des données équilibrées. Après, quand on passe pour de vrai, dans des vraies conditions, les données sont extrêmement déséquilibrées. C'est en gros une paire de phrases alignables pour au moins 200 paires de phrases qui ne sont pas alignables. Et donc là, on voit que quand on augmente le déséquilibre, les performances baissent. Et si on travaille sur le déséquilibre réel, là, on peut trouver un moment où les performances sont optimales. Mais le déséquilibre, en fait, il perturbe énormément ce type d'alignement. Ici, on a analysé les transformations qu'on peut avoir avec les transformations en fait, dues à la simplification. Et quand on effectue la simplification des textes, donc cela veut dire qu'on a au moins les paires de phrases qui sont alignées. Et on peut aussi les agrémenter avec d'autres informations comme le lexique ou après, pour l'évaluation, c'est d'autres informations encore qui sont nécessaires. Donc, l'évaluation s'effectue par différents critères aussi. Donc là, on peut passer à la simplification. Donc, la simplification s'effectue à différents niveaux. Donc, les niveaux de base, c'est le lexique et la syntaxe. En gros, le lexique, on va détecter les mots difficiles et les remplacer par des mots, des séquences plus faciles. Et la syntaxe, on va détecter des phrases qui sont syntaxiquement complexes et on va les segmenter pour faire des phrases qui sont plus faciles. Après, bon, il y a la sémantique, on exploite plutôt le contexte, et la pragmatique, c'est la structure du texte, éventuellement avec des images et d'autres choses. Donc, il existe, depuis une dizaine d'années, des travaux qui s'intéressent à la simplification automatique et qui exploitent différents types de méthodes. Mais
presque toujours, on a besoin de ces corpus alignés pour pouvoir faire le modèle et pour faire la simplification. Donc, dans quelques travaux, il y a les modèles ne sont pas supervisés, mais on essaie de générer des textes qui sont simplifiés. Donc, nous, on a expérimenté avec une méthode d'impasse de règles qui faisait la simplification lexicale, syntaxique et qui vérifiait la grammaticalité des phrases. Donc, on obtient donc les critères d'évaluation ici. Donc, c'est la simplicité. Est-ce que cela a été vraiment simplifié? La grammaticalité, c'est est-ce que la phrase simplifiée reste grammaticale et compréhensible? Et la sémantique, est-ce que la phrase simplifiée a le même contenu que la phrase d'origine? Donc, c'est une évaluation manuelle ici. Donc, on voit, c'est sur une échelle de 5, donc on voit qu'on est assez proche, enfin, on est assez bon pour la grammaticalité sémantique. En revanche, pour la précision, donc c'était une méthode un peu différente, mais il y a, pour la simplicité, donc il n'y a pas, enfin, toutes les phrases n'ont pas été bien simplifiées, ils sont restés quand même difficiles. Donc, il y a une méthode par apprentissage et une autre méthode. Donc, là, notre corpus, en fait, on a de phrases alignées en médical, on a réussi à l'étendre jusqu'à 4500 phrases, paires de phrases, mais c'est quand même pas suffisant pour ce type de méthode. Du coup, on a pris un corpus qui existait en anglais, Wikilarge, qu'on a traduit automatiquement en français. Donc, cela nous fournit pas loin de 300 000 phrases, paires de phrases. Et donc, dans ce cas-là, on peut déjà espérer avoir un modèle qui soit acceptable. Et on utilise aussi des ressources de paires enfin, termes, explications grand public. Avec des méthodes issues de la traduction automatique, donc le modèle est issu de cela. Et donc, il existe aussi des mesures automatiques d'évaluation, comme Bleu, qui est issu de la traduction automatique, qui mesure la distance entre la référence et la proposition. SARI, qui est à peu près le même fonctionnement, mais spécifiquement dédié à la simplification. Et l'index Candle, qui est adapté au français, c'est un index de lisibilité. Donc, les résultats qu'on obtient numériques, c'est à peu près ça. Donc, en gros, plus les valeurs sont élevées, mieux c'est pour les 3 mesures ici. En revanche, c'est très facile, très difficile à interpréter. Et on est longtemps resté sur le tableau sans vraiment comprendre quelle approche est la meilleure. Et en fait, il faut aller voir les résultats pour voir en fait ce que cela donne. Donc sur la langue générale, on obtient donc déjà la source et référence simplifiée. On voit qu'il n'y a pas énormément de transformation. Et du coup, en fait, ce qu'on obtient, c'est assez comparable et acceptable. Et ça correspond aux travaux de l'état de l'art. Pour la phrase médicale, donc c'était une hypotension artérielle peut être observée en cas d'administration intraveineuse trop rapide, inférieure à 60 minutes, voire rubrique et tout ça. Donc déjà, la simplification de référence, elle est assez basique en fait. Il y a juste les parenthèses qui sont enlevées. Donc cela pose aussi la question des données de référence qu'on peut trouver dans les corpus, dans les données disponibles. Et donc, si on n'utilise que le corpus de langue générale, Wikilarge FR, donc là, on voit qu'il y a une sorte de bégaiement, une artérielle, parce que le vocabulaire spécialisé n'est pas connu. Du coup, il va remettre des mots proches. Bon, on peut le forcer à remettre le même mot quand même. Si on n'utilise que le corpus médical, là, pareil, on a beaucoup de bégaiements, parce que là, en revanche, une très faible couverture de vocabulaire. Et si on utilise les deux et qu'on injecte le lexique, donc là, c'est la proposition qu'on trouve la meilleure, donc avec le remplacement de hypotension artérielle en diminution de la tension artérielle avec l'accord grammatical et tout.
parce que le lexique était utilisé pendant l'apprentissage, pendant l'entraînement. Et du coup, c'est là où ça donne les meilleurs résultats. Bon, en revanche, le corpus reste quand même réduit et donc il n'y a pas énormément de couverture de différents cas, de différents lexiques. Donc l'évaluation manuelle indique que la grammatique elle était sur une échelle de 5 à 3,16, préservation du sens assez basse et simplicité aussi, enfin 3,09. Donc il y a des progrès à faire. Si on compare les deux méthodes, donc on voit que globalement une méthode par règle elle a des performances plus élevées. Après, elle s'attache vraiment à quelques règles qu'elle va reconnaître dans le texte, donc c'est assez rébarbatif. Donc voilà, donc ça c'est un peu l'état actuel des travaux. Bon, en conclusion, donc j'ai montré ici différents aspects qui peuvent être liés à la simplification des textes médicaux. Donc souvent, si les données sont disponibles, on se concentre vraiment sur l'étape de simplification. Donc on prend un corpus de textes, de phrases parallèles, techniques simplifiées, on utilise cela. En revanche, on peut aussi distinguer des sous-tâches qui marchent très bien et dont la société, les différentes institutions sont vraiment en demande. Donc que ce soit le diagnostic pour montrer, pour les rédacteurs, pour montrer qu'est-ce qui doit être reformulé, adapté, déjà pendant la rédaction ou après la rédaction. Et aussi donc les ressources, donc ça peut être plus un souci des chercheurs de faire des ressources qui se prêtent bien à la simplification. Donc l'évaluation, j'en ai parlé juste un petit peu, mais là pareil, on ne sait pas très bien évaluer la simplification, surtout de manière automatique. Et on a vu que les données de référence sont assez faibles actuellement. Et donc voilà, bon, il y a plusieurs travaux futurs, plusieurs pistes. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Vous avez des questions? N'hésitez pas. C'est peut-être le moment. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, Natalia, pour cet exposé. Ce que j'ai pas réussi à comprendre, mais j'ai pu m'assoupir, c'est comment on mesure la préservation du sens. Donc, c'est une mesure purement manuelle. Donc, en gros, il y a un évaluateur humain, on lui présente 2 phrases et on lui dit de juger, est-ce qu'il considère que la sémantique est la même ou non. Et voilà, en fonction de ses connaissances, de ce qu'il voit devant lui, il va juger. Donc l'accord entre les annotateurs, souvent, il n'est pas très élevé. Donc pour une même paire de phrases, on peut avoir des avis assez différents. En fait. Ça dépend énormément des connaissances des évaluateurs. Ouais. Mais c'est la proximité sémantique, c'est savoir est-ce que ça exprime la même chose ou non. Merci. J'ai une autre question en ligne de Camille qui nous demande qu'est-ce que tu entends par le plongement des mots? C'est des word embeddings, c'est tout simplement la traduction française. Donc j'ai décidé de parler en bon français ici. Voilà, vous avez votre réponse, Camille. On a 50 personnes avec nous en ligne aussi, je vous le dis. Vous n'êtes pas tout seul. et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je ne crois pas qu'il y en ait en ligne. Et de toute façon, il y a le petit moment de networking après aussi, donc on va passer à la présentation. Vous allez avoir un micro derrière. Bonsoir, merci.
En termes d'application, est-ce que l'idée, enfin l'une des applications possibles pourrait être dans la formation initiale des professionnels de santé et justement de confronter le langage technique qui est le leur à ces méthodes pour justement qu'ils, dans leur formation initiale, acquièrent une façon plus simple de communiquer vis-à-vis des patients? Alors, je sais qu'il y a enfin, des métiers paramédicaux ont des cours de ce type-là. Donc, typiquement, des orthophonistes, on leur apprend vraiment à parler avec les patients et tout ça. Les médecins, Thierry, ça existe? Non. Voilà, et je pense que c'est toujours le cas. Après, certains médecins, en fait, ont une sensibilité à cela. Donc, typiquement, c'est ceux qui vont aussi faire des séances de TP, d'éducation thérapeutique de patients avec des groupes de patients. C'est ceux qui sont plus dans la communication, qui sentent peut-être le désarroi des patients. Mais je sais pas, peut-être que dans certains cas, ils sont sensibilisés, mais je pense que le souci des médecins, c'est vraiment de maîtriser le domaine médical et pas tellement dans la communication. Donc avant, il y avait des secrétaires médicales qui s'occupaient un peu de cet aspect. Maintenant, il y en a moins de secrétaires médicales. Du coup, voilà, donc c'est difficile pour les patients. Ouais. On a 3 petites questions en ligne et on va s'arrêter avec les questions. Si vous avez encore des questions en ligne, vous pouvez les poser et on les passera à Natalia et on essaiera de vous donner les informations. On a une question d'Adrien Coulet qui nous demande, donc pour beaucoup de tâches en NLP, les LLM et encore plus les LLM génératifs apportent beaucoup par rapport aux autres approches, notamment celles entraînées sur des tâches de masquage. En est-il de même pour la simplification ? Alors ça commence tout juste, hein. Ça commence tout juste et bon, je pense actuellement on peut pas vraiment évaluer ce que ça donne. Et je pense que là, en fait, ça dépend aussi des connaissances, des types de prompts qu'on soumet pour traiter cette tâche. Ouais. Merci. Clémentine nous pose la question, est-ce que des travaux ont mesuré la qualité sur des patients réels ayant accès à des textes simplifiés ? Oui, les patients, donc c'est compliqué d'avoir des autorisations éthiques, des protocoles pour travailler avec les patients, mais on a travaillé avec disons, locuteurs lambda de base, avec un niveau de lisibilité plus ou moins 3, d'alphabétisation de 3, c'est-à-dire à la fin des études secondaires. Et là, c'est un peu ce que je vous ai montré. Typiquement, on voit bien que la lecture et la compréhension deviennent plus fluides en cas de simplification. Très bien. Et l'autre, je pense que tu pourras répondre aussi, mais c'est pas sur la simplification du coup, mais vous avez parlé de la simplification du texte, qui est une tâche très intéressante, mais y a-t-il d'autres tâches NLP qui ont aussi besoin de focus ? Oui, comme je disais, la simplification s'adresse plus aux patients. Et en revanche, oui, les médecins ont d'autres besoins, typiquement en extraction ou localisation d'informations. Et donc, je pense que c'est le souci principal des chercheurs et des entreprises, que ce soit en codage, en recherche d'informations, en résumé, etc. Donc, il y a beaucoup de tâches. Je pense que dans ces meet-ups, vous les adressez régulièrement, donc avec une grande variété. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Et tu as aussi des merci merci de plusieurs personnes en ligne qui ont dit que c'était très intéressant. Merci. Merci beaucoup, Natalia. On va passer aux présentations des entreprises. Et merci beaucoup. Merci encore. Clément François de la société Kereval qui va nous présenter Impact du pré-traitement des données de santé textuelle sur la qualité d'extraction d'informations par intelligence artificielle.
Je dis juste que tu as aussi le petit pointeur que tu as vu tout à l'heure, si jamais, parce que c'est bien que si tu peux rester ici pour les gens en ligne aussi. Merci, c'est parfait. Merci. C'est bon comme ça? Super. Alors, merci pour cette introduction. Et donc, je vais vous présenter des travaux que j'ai menés donc, pour Kereval et en lien avec le LTSI à Rennes, donc, sur l'impact du pré-traitement des données textuelles sur l'ensemble des utilisations qu'on peut avoir sur des outils basés IA qui découlent de ce pré-traitement. Donc, le contexte, je ne vais pas passer énormément de temps dessus parce que ça a déjà été introduit précédemment. Mais globalement, on a beaucoup de données non structurées ou structurées, mais avec par exemple des champs libres dans lesquels il y a des données encore une fois non structurées que l'on souhaite extraire pour obtenir globalement de l'information, mais ça peut être aussi pour enrichir ces données en partie structurées. Et donc globalement, l'objectif de nos travaux, c'était d'automatiser et d'améliorer les processus d'extraction d'informations. Et aujourd'hui, je vais parler précisément du cas d'usage de la désidentification pour principalement les comptes rendus médicaux. Donc pour faire une petite présentation du parcours de la donnée, donc on récupère depuis des entrepôts de données de santé des documents dans différents formats. Donc dans notre cas, on avait des documents HTML. Et ceux-ci ne sont pas directement exploitables par la plupart des outils basés IA. Donc on va souhaiter faire un pré-traitement de ces données. Donc ici, si c'est du HTML, déjà enlever toutes les balises pour récupérer le texte brut. Et ensuite découper en phrases pour pouvoir utiliser dans des modules basés IA. Donc ensuite, dans la partie IA, il va y avoir une partie assez importante d'annotation, donc pour récupérer des datasets annotés et surtout évaluer les outils qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Et par la suite, on va vouloir intégrer donc, toutes ces méthodes et ces outils au pipeline de l'entrepôt de données de santé, donc globalement pour l'extraction d'informations ou la désidentification. Donc il peut, dans certains cas, par exemple de la désidentification, on va plutôt chercher à modifier les données, donc pour enlever toutes les informations personnelles. Mais d'autres cas, ça va être donc de l'enrichissement des données, donc notamment avec les métadonnées, ou sur certains formats de données, comme Fire ou autre. Alors, pour faire un petit focus sur le pré-traitement, puisque c'est notre thème que je voulais aborder aujourd'hui, j'ai parlé de documents HTML où il fallait récupérer le texte brut. Donc, il y a beaucoup de packages qui existent pour faire cela, mais nous, on avait une petite spécificité, c'était qu'il fallait garder l'emplacement des mots dans le texte brut pour ensuite retourner à notre document HTML d'origine. Et donc ça, finalement, à l'état de l'art, ça n'existait pas. Donc on a fait notre propre parseur HTML pour pouvoir conserver cette information pendant l'utilisation par IA sur le texte brut. Et donc une fois cette extraction de fait, il y a aussi une autre partie de découpage en phrases qui permet par la suite d'être introduit en entrée des modèles IA. Donc des exemples typiques dont on n'a pas forcément en tête lorsqu'on n'a pas trop pratiqué ces techniques, c'est que le découpage en phrases, parfois, il n'est pas très bon. Typiquement, si on veut récupérer donc une information personnelle qui est l'adresse mail, si le découpage en phrases va couper sur un point au milieu de l'adresse mail, elle se retrouve découpée en deux et on ne peut plus du tout récupérer cette information-là. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Et deuxièmement, je voulais parler un petit peu des arbitrages à faire. Donc globalement, on a descendu pour l'activité un certain nombre de mots caractères ou autres. Et nous, on va faire un arbitrage entre réussir à rester dans cet input, dans cette taille d'input, mais également conserver un contexte assez grand sur la phrase ou sur le paragraphe pour donner au modèle assez d'informations pour extraire, nous, l'information que l'on souhaite. Donc, pour donner une petite illustration sur un document fictif, on va chercher à détecter donc, les mots qui donnent une information sur le patient pour les remplacer par le tag de la classe. Donc, typiquement, dès qu'il y a patient, c'est parce qu'il y avait le nom du patient. On va vouloir enlever les dates, les noms du docteur, etc.
De même, pour donner une petite illustration de différents découpages en phrases, j'ai mis à gauche et à droite, j'ai confronté deux méthodes qui découpent en phrases donc un document. On voit qu'il y a des différences assez importantes, hein. Sur le deuxième modèle, il va faire tout un paragraphe sur l'ensemble du début du document, alors que l'autre, il va complètement couper en petites parties. Donc ici, le découpage, il est différent, mais par contre, il semble quand même bon, puisqu'on ne va pas couper un mot en deux ou autre. Alors, sur notre cas d'usage, on voulait observer un petit peu deux situations qui sont globalement, voir, selon le découpage qu'on a utilisé, est-ce qu'il va y avoir un impact sur les performances des modèles d'intelligence artificielle qui en découlent, qui utilisent ces données pré-traitées. Et deuxièmement, est-ce que si l'on change la façon de découper entre l'entraînement et l'inférence, est-ce que ça a un impact finalement sur les performances des modèles, donc encore une fois, qui découlent de ce pré-traitement. Donc globalement, on veut voir s'il y a un modèle de découpage qui est meilleur pour notre tâche, voir s'il peut y en avoir certains qui sont meilleurs sur des classes en particulier dans notre tâche d'extraction d'informations, et voir donc l'impact d'une modification entre l'apprentissage et l'inférence. Donc ici, le cas d'usage, c'est un modèle d'extraction d'informations pour désidentifier. Et donc, on a utilisé différents modèles de découpage issus de packages assez connus que sont NLTK et SpaceSea. Et donc, l'idée, c'est de prendre un dataset qu'on a annoté, mais de le prendre de trois manières différentes. Donc, en fait, on va prendre le même dataset, mais on va le découper avec trois manières différentes, découpées en phrases, et voir donc l'impact sur l'entraînement et l'inférence. Je vais aller un peu vite. Donc, ici, notamment, comme je disais, pour la désidentification, on va chercher à reconnaître des entités, donc les dates, les emails, les noms de patients, etc. Et je vous ai répertorié deux tableaux. Donc, le premier, ça va être globalement la métrique de F1 score sur l'ensemble des classes. Et après, pour vous illustrer un petit peu un cas particulier, je vais parler du F1 score uniquement sur l'entité email. Donc, en ligne, vous avez retrouvé le découpage qui a été utilisé lors de l'entraînement, et en colonne, vous allez retrouver le découpage qui a été utilisé en inférence. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir directement sur globalement le F1 score, le modèle de découpage avec NLTK est globalement meilleur, mais finalement, on peut utiliser également en inférence le modèle XXent sur l'entraînement FR-Core qui a les mêmes performances. Et globalement, finalement, le modèle FR-Core, lui, est plus mauvais, peu importe l'entraînement. Pour vous donner une indication, le modèle FR-Core, souvent, il coupe beaucoup plus les phrases. C'était tout à l'heure l'exemple qui était à gauche, je crois, qui découpait en toutes petites phrases. Ce que je voulais montrer, qui était assez intéressant aussi, vous voyez, sur la cellule tout en haut à droite, donc sur un entraînement avec un découpage NLTK, et une inférence XXent, on a quand même une petite baisse de performance qui est faible, mais qui est quand même existante. Et de la même manière, alors c'est encore plus faible, mais le modèle XXent, notre modèle de désidentification est meilleur lorsqu'on a découpé en inférence avec XXent, mais qu'on a entraîné sur un autre découpage. Alors bon, c'est vraiment infime, mais pour la petite anecdote, c'est intéressant. Et là, donc encore plus fort sur le F1 score qu'on regarde pour la classe email, là on voit que en fait, avec un entraînement pour découpage NLTK et une inférence sur XXent, on a vraiment une baisse de performance qui est très très forte par rapport aux deux autres techniques d'apprentissage. Donc voilà, c'est un résultat assez intéressant qui montre quand même que globalement, la méthode qu'on a utilisée en entraînement n'impacte pas. Et c'est surtout la méthode qu'on utilise en inférence qui joue sur l'amélioration des performances pour notre modèle qui en découle. Et pour conclure cette présentation, donc j'ai déjà un petit peu parlé du coup de l'importance de la mise en place du bon pré-traitement et adapté surtout au cas d'usage. Mais je voulais aussi aborder un autre point, c'était la dépendance avec les annotations.
typiquement, si on va annoter des phrases pour faire une tâche de classification de phrases, on va être très dépendant du découpage qui a été utilisé avant cette annotation. On ne va pas pouvoir changer, si on change de découpage en phrase, on ne va pas pouvoir changer les annotations, puisqu'on ne va plus savoir où associer la partie de la phrase à un nouveau découpage ou à l'ancien. Et également, quel est finalement l'avenir du pré-traitement si maintenant on utilise globalement les chaînes narratives, et aussi, pour la petite information, on a créé un petit framework Python avec le LTSI, où on pouvait facilement changer le découpage en phrases qui était mis avant n'importe quel modèle IA pour extraire de l'information. Et pour ouvrir un petit peu sur d'autres travaux, on s'intéresse de plus en plus au LLM, globalement pour extraire de l'information et pour enrichir des métadonnées. Donc, ça peut être de l'extraction d'exigences, de spécifications sur différents formats e-santé. Et ça conclut cette présentation. Et puis peut-être vous aurez des petites questions où je pourrais répondre. Merci pour votre écoute. Merci Clément, ça marche. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ou en ligne pour Clément? Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter avant et avec le micro? Merci. Non, pas de souci, c'est comme ça permet de... Bien sûr. Okay. Bonjour, je m'appelle Avin Boilly et je suis consultant dans une ESN qui s'appelle Norcis. Et juste pour comprendre, qu'est-ce qui explique l'écart de résultats entre les deux modèles de découpage? Globalement, je pense que c'est surtout le contexte. Parce qu'on a vu que sur l'entraînement, le découpage qui a été choisi a peu d'impact sur les performances en inférence. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment, ça vient vraiment de la façon de découper, parce que comme j'ai dit, le FR Core, il coupe en très petit et il donne très peu de contexte. Parce que pour se dire au modèle d'IA, on lui donnait juste la phrase qui est découpée. Donc si c'était donc en fait, de donner des phrases vraiment le plus grand possible, ça l'aide à avoir du contexte sur l'ensemble. Donc je pense globalement que c'est ça. Merci. Oui, on va commencer par les questions dans la salle. Allez-y. Ok, bonsoir. Merci pour la présentation. Moi, je suis biostatisticien. Enfin, je suis un peu intéressé par le NLP. Alors, je vois que vos modèles d'identification ne sont pas parfaits, 100% parfaits. Donc, est-ce que ça peut être des sources de contraintes auprès de la CNIL? Est-ce que vous êtes souvent bloqué? Est-ce que vous avez des contraintes par rapport à vos modèles? Est-ce qu'il y a des seuils, je ne sais pas moi, voilà, pour que tel ou tel modèle soit acceptable, quoi, du point de vue confidentialité? Si quelqu'un vous montre un modèle qui a 100%, généralement, il y a anguille sous roche. Tout à fait. Et en fait, souvent, ce qu'on cherche, c'est faire mieux que les méthodes qui existaient avant. Donc souvent, aujourd'hui, on va plus comparer, si on met un petit peu d'IA par rapport à des méthodes basées règles. Et on peut se dire, à partir du moment où on dépasse les performances qui étaient actuellement présentes en production, c'est déjà une bonne chose. Ben, je veux dire, un modèle, je ne sais pas, avec un F1 score 88, qui n'atteint pas 90%, ce n'est pas problématique? Ça dépend aussi de la tâche. Alors, le F1 score, il ramène une métrique un peu globale. Il peut y avoir des métriques comme le recall ou la précision qui permettent de plus spécialiser les métriques par rapport à ce qu'on veut faire. Je prends un exemple simple, mais si on veut détecter les patients qui ont un cancer, on va préférer avoir trop de warnings sur ce patient a un cancer plutôt que l'inverse où on a trop de gens qui sont classés non-cancer. Très bien, merci. C'est le choix des métriques qui est important. Il y a une question devant, Cham. Ouais, merci.
Bonjour, je vous remercie pour la présentation. Moi, je suis ingénieure en IA générative. Je voulais savoir pour la partie d'extraction des données, du coup, vous avez parlé du HTML, donc j'imagine que vous avez fait du web scraping. Non, non, c'est au sein de l'entrepôt de données santé. Les données sont enregistrées sous un certain format. D'accord, ok. Vous avez évoqué les modèles LLM. Ça sera quoi exactement le but de les utiliser? Parce qu'avec les LLM, on peut faire du fine-tuning ou bien on peut implémenter des RAG pour avoir une grande contextualisation des données et pouvoir générer des nouvelles données avec des ressources internes et externes. Donc, ça sera quoi l'objectif final? Alors, il y a beaucoup de points. Dès qu'on veut rajouter les LLM, je pourrais parler un quart d'heure. Donc, donc voilà. Globalement, il faut garder en tête que les LLM demandent beaucoup plus d'énergie et que là, déjà, on est dans une condition où les données sont confidentielles. Donc, on ne peut pas les envoyer à ChatGPT. Donc, déjà, il faut mettre en place de manière locale des modèles. Donc, déjà, ça peut être plus lourd à mettre en place. Par contre, l'avantage, c'est que souvent, ils sont déjà très bons sans fine-tuning. Donc ça, c'est un autre avantage par contre de l'autre côté, puisqu'on n'a pas besoin d'annoter des données, ce qui prend souvent beaucoup de temps. Après, c'est des travaux qui sont en cours pour appliquer les mêmes tâches qu'on fait avec des modèles BERT et autres, et les faire directement avec des LLM, c'est des tâches qui sont en cours. Ouais, après, si vous parlez que les LLM sont très lourds à utiliser, il y a aussi les SLM, Small Language Model, qui ne demandent pas beaucoup vraiment de mémoire à utiliser. Donc, ça sera aussi bien de les implémenter. Ouais. Après, sur un autre cas d'usage, on a constaté qu'un modèle entraîné sur nos données avec un bon vieux BERT était meilleur qu'un LLM. Donc, faut expérimenter et puis voir sur chaque cas d'usage quelle est la meilleure technique. D'accord, merci. Il y a une autre question à lui. Enfin, j'ai trois petites questions rapides. Questions rapides, réponses rapides. Donc, en plus, il joue le jeu aussi. Donc, Quentin Filori, data scientist au centre Léon Bérard. Merci pour votre présentation. Avez-vous exploré l'idée de classifier des passages du texte comme passages sur les antécédents ou historiques de la maladie, par exemple? Alors, moi, j'ai vraiment travaillé sur la partie pré-traitement. Après, au TSI, il y a des travaux variés, hein, donc là, sur des identifications ou d'autres sur de la classification de textes et paragraphes. Donc. Très bien. On a une autre question de Clémentine B. Merci pour la présentation. J'imagine que ça révèle aussi que des variations dans la manière d'écrire des personnes, par exemple dans l'usage de la ponctuation ou des retours à la ligne, vont encore accentuer les différences observées. Oui. Voilà, c'est une remarque-question. Et enfin, Lou, qui nous demande « Bonjour, avez-vous testé vos modèles sur des données voix où la ponctuation n'est pas retranscrite? Connaissez-vous des systèmes qui le permettent ?» Alors, non. Non, j'ai pas étudié du tout cette partie-là. Après, il y a beaucoup de comptes rendus sur lesquels j'ai travaillé qui sont déjà retranscrits par la voix. Donc, mais je n'étais vraiment pas sur cet aspect. Je récupérais mon document HTML avec des données déjà textuelles, donc je n'ai pas pu comparer sur cette partie-là. Merci, merci beaucoup. Merci, désolé pour le temps. Non, c'est pas grave. Merci. On va passer à la deuxième présentation. Voilà, super, parfait. Avec David Delru. Ah, non, d'accord, ça a changé, mais tout va bien. Ni David, ni le docteur Léo. Si, Docteur Campos, c'est là. Je te laisse. Pardon, c'est un médecin. Oui, merci pour l'invitation. Donc, docteur Campos, je suis médecin DIM au GHICL. Donc, on va faire une petite présentation juste après. Et donc, on va vous présenter un projet avec lequel on travaille avec OSPI sur les modèles LLM et le codage médical à l'hôpital. Donc, un gros sujet. Je vais essayer de remettre un petit peu de contexte. On va voir ça juste après.
Alors déjà, le GHCL, donc groupement hospitalier de l'Institut catholique de Lille, on a 3 établissements, un à Cambrai et 2 sur la métropole lilloise. Ça représente à peu près 862 lits MCO, 48 lits SMR, 45 places d'HAD et 27 places de psychiatrie. Donc on est à peu près à 72 000, un peu plus, hospitalisations par an. 776 venus en externe, 225 passages aux urgences, 9 naissances par jour, donc une bonne maternité aussi. Et donc on est en constante évolution depuis 2019 avec presque 30% d'augmentation d'admission depuis le Covid, presque 10% entre 2023 et 2024, donc un gros centre qui évolue pas mal. Au niveau du budget, on est à 6 millions d'euros d'investissement de la part du GHCL, 244 millions d'euros de budget de fonctionnement. Donc, on survit bien, ça va. Donc là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est notre cellule d'innovation, donc Involve, virage numérique, innovation, veille et prospective. Donc, c'est vraiment à partir d'Involve qu'on lance nos projets d'innovation dans la santé, et notamment grâce à OSPI. On travaille actuellement sur un projet de codage médical dont je vais remettre le contexte juste après. Donc Involve, c'est vraiment un incubateur de projets innovants dans la santé. On peut avoir des logiciels de gestion patient, des dispositifs médicaux. Et donc, il y a un vrai travail de la direction du GHCL, du département d'informatique et de l'information médicale ensemble pour travailler sur différents projets innovants. Donc, bonjour à vous. Donc, moi, c'est Ismet Chaibedra. Je suis data scientist chez OSPI. Donc, et je m'excuse pour David Delru, qui était censé être présent là aujourd'hui et qui n'a pas pu être là. Donc, OSPI, c'est à la base groupe PSIH, avait fusionné avec une entreprise qui s'appelle Collective Thinking et une entreprise qui s'appelle Alicante, dans laquelle je travaillais justement avant cette fusion. Donc tout ça donne OSPI. Et l'objectif est clair, c'est permettre aux établissements de santé de mettre en valeur la data disponible, la data dormante, pour différents objectifs, l'optimisation du codage PMSI ou améliorer toute autre activité de recherche clinique. Et on insiste énormément sur la sécurité des données de santé et tout ce qui est rattaché à la confidentialité. Donc on est implémenté dans un peu plus de 1000 établissements publics, 20 CHU, couvrant ainsi 80% du GHT. Je redonne la parole à Léo pour le contexte. Merci Ismat. Du coup, je pense que c'est important un petit peu de contexte pour ce codage médical. Donc en fait, depuis 2004, les hôpitaux sont vraiment rémunérés à leur activité, donc notamment grâce à la T2A, tarification à l'activité. Donc en fait, pour chaque patient qui va entrer dans nos établissements, il va y avoir un séjour que le DIM, donc le département d'information médicale, va devoir coder. Donc notamment avec un diagnostic principal qui représente le motif d'hospitalisation du patient et des diagnostics associés, donc qui vont représenter une comorbidité, des événements qui vont se passer pendant l'hospitalisation. Et donc cet ensemble de diagnostics va permettre de financer l'hôpital, de moduler la tarification de chaque séjour. Et donc, ça va vraiment représenter le budget de l'hôpital au final pour toutes les activités de soins qui vont s'y dérouler en fait. En parallèle de ça, on a un avènement du dossier médical informatisé à l'hôpital. Donc, c'est vraiment à partir du DPI que nous, au niveau du DIM, on va pouvoir coder tous ces diagnostics médicaux qui vont ensuite servir à la facturation. Et donc, le fait que ce soit informatisé, c'est vrai qu'on a une information fiable, rapide, pour tout le codage qui va être effectué juste après. Et donc là-dessus, c'est vrai qu'on compte vraiment sur l'avènement de l'intelligence artificielle, de l'aide de programmes informatiques pour nous appuyer, nous aider dans tout ce codage. Les problématiques aujourd'hui du codage, c'est vraiment de ne pas oublier un code. Donc, comme je disais, par exemple, sur les diagnostics associés, si on oublie une comorbidité du patient ou un événement qui s'est passé pendant le séjour, on va avoir une perte financière au niveau de l'hôpital. Il y a des moyens qui vont être alloués, qui ne vont pas être rémunérés correctement. Donc, il y a
vraiment un sujet sur l'oubli de code vraiment oublié, et faire attention aussi aux codes qui vont être ajoutés, qui vont moduler aussi le financement, mais qui ne vont pas être objectivés dans ces hospitalisations, dans le DPI. Et donc, dans ce cas-là, c'est vraiment l'assurance maladie qui se charge de nous taper dessus et de rattraper ces financements qui n'ont pas été, qui n'auraient pas dû être accordés. Donc, c'est vraiment un juste codage plus que l'optimisation à marche forcée. Et donc, il y a d'autres problématiques aussi, vraiment traiter tous les dossiers dans un temps limité. Donc, on va avoir des séjours très hétérogènes à l'hôpital, des séjours qui vont durer quelques heures à plusieurs semaines, des séjours avec des prises en charge complètement différentes. Donc, vraiment, pour analyser tous ces séjours le plus rapidement possible, on va avoir besoin de beaucoup de puissance. Et c'est dans ce cas-là que la collaboration avec OSPI va être intéressante, notamment parce que leurs serveurs sont directement implantés dans nos services informatiques. Et donc, la collaboration est vraiment très étroite sur tout ce qui est analyse de données, algorithmique. Et donc, l'approche par LLM peut se faire beaucoup plus facilement. Parfait. J'ai rien à dire, c'est fin de la présentation. Donc, je reprends le relais. 1, 2, 3, test micro. Je préfère celui-là. Donc, je vais essayer de recontextualiser légèrement, même si ça a été fait d'une excellente manière par Léo. Donc, les travaux scientifiques qui s'articulent autour du codage, c'est depuis les années 90. Donc, ça nous vient du pays de l'oncle Sam. Donc, c'est Diagnosis Related Groups. Et ça a été adopté en France en 1995 dans les établissements publics et 97 pour tout ce qui est privé. Donc, c'était des travaux à la base qui étaient basés sur des statistiques ou de la fouille de données de manière, on va dire, classique, ou même de la recherche opérationnelle, pour aboutir à ce codage automatique. Mais les résultats, ils n'étaient pas au rendez-vous. Donc déjà, on avait un aspect chronophage de ces méthodes. Et surtout, principalement, le frein principal pour ces méthodes-là, c'était que ça nécessitait une puissance de calcul qui n'était pas disponible à cette époque-là. Donc forcément, même si les idées furent très bonnes, la conclusion n'était pas toujours au rendez-vous. Mais depuis 2010, et ce qu'on appelle le printemps de l'IA, c'est à la mode, très à la mode. Donc il y a une augmentation qui est importante autour, et un engouement du jamais vu autour de l'intelligence artificielle. Et le codage automatique fait partie des nombreux domaines qui bénéficient de cet engouement-là, avec la renaissance de l'IA. Donc, on a eu, on a OSPI, Alicante, OSPI, donc anciennement Alicante, ont travaillé sur des approches de codage automatique depuis très longtemps. Donc moi, j'y suis depuis 2018 et le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est le codage automatique. Et spoiler, j'y travaille toujours. Donc il y a eu plusieurs approches historiques successives. On a commencé avec des règles triviales à dire d'experts sur PMSI, si tel acte, tel diagnostic. Ensuite, on est passé à l'apprentissage supervisé, donc des algorithmes de machine learning appliqués au PMSI, uniquement sur données structurées. Ensuite, on a incrémenté le tout en essayant de rajouter le courrier, d'où l'objectif du meet-up d'aujourd'hui, avec des algorithmes de NLP bien connus. On faisait des TF-IDF, du word embedding, du word2vec, etc. On s'est aussi beaucoup inspiré des travaux de Madame Grabar pour la détection de négation et de spéculation sur le courrier, qui était incroyable. Et la tête de la pyramide, bien évidemment, les LLM. Donc, le sujet. Donc, moi, je tenais juste à faire une petite. Préciser quelque chose. Donc, dans la présentation, je ne fais pas vraiment de différence entre SLM et LLM. Donc pour moi, à partir du moment où c'est sur une base de transformers, le naming m'importe peu. Ok, donc on va passer brièvement sur tout ce qui est méthode utilisée. Donc moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'implémentation d'LLM pour du codage de séjours sur un ensemble de séjours ayant des comptes rendus hospitaliers sur une période allant de 2018 à 2023, sur certains services médicaux, donc qui sont principalement la cardiologie, la pédiatrie, pneumo et urologie. Bien évidemment, le découpage s'est fait par service. Chaque service compte un certain nombre d'unités médicales. Donc, je tiens à préciser aussi qu'en amont,
tous les comptes rendus d'hospitalisation ont été anonymisés par les établissements. On a travaillé exclusivement sur les serveurs implantés et sécurisés dans l'établissement pour vraiment cadrer cet aspect confidentialité de données. Et l'anonymisation a été faite aussi en partie via des LLM pour plus d'homogénéité dans le codage pour ce premier G qui a été réalisé il y a déjà un petit moment. On a tronqué les SIM 10 au 4e caractère pour justement réduire les étiquettes et ne pas se retrouver avec une explosion combinatoire. Donc, avec un cadrage méthodologique et surtout sur la confidentialité de données fait au préalable sur les serveurs HDS, on a une approche, donc, comme je disais, qui s'appuie sur les courriers d'identifiés, donc tout ce qui est CRH, lettre de sortie, ainsi que les codes de CCAM qui représentent les actes. Donc, les codes CCAM, dans notre cas de figure, dans notre approche, ils sont considérés comme des termes du courrier, c'est-à-dire un NZ de quelque chose est considéré comme diabétique ou tout autre terme. Donc, ça a été vraiment concaténé pour faire simple. Et on a pris en compte donc l'intégralité du courrier avec la limite qui est imposée par les LLM ou les SLM qu'on utilise, qui est de 512 tokens pour ceux qu'on va expliciter. Bien évidemment, on peut aller au-delà avec les modèles actuels. Donc, on a testé au préalable plusieurs approches. Donc, dans le BERT multilangue, donc, qui est basé, qui est un peu le daron des LLM, le papa, qui est basé sur les transformers développés par Google. Puis, on s'est un peu appuyé aussi sur Camembert, qui est franco-français, comme son nom l'indique. Et au final, donc, on a testé aussi Dr BERT, qui est vraiment un modèle appliqué au français, ad hoc au corpus médical. Et notre choix s'est orienté vers Dr BERT, justement, pour la précision. Donc là, il y a juste une petite nuance à expliquer rapidement pour que je puisse avancer, parce qu'on me dit d'aller vite. Donc, on a utilisé Dr BERT, pour rappel, donc, qui est un LLM fine-tuné sur un corpus médical français, donc de 7 gigas. Et on a 4 modèles différents. Donc, on a des LLM avec CRH, des LLM avec CRH avec le label Wise Attention. Je vais revenir sur ça. Les LLM combinant CRH et CCAM, ainsi que LLM avec CRH, CCAM et label Wise Attention. Donc, le label Wise Attention, ça permet juste de porter un peu plus d'attention et se focaliser sur certains termes du courrier au lieu d'utiliser tous les termes du CRH. Donc, on fait une projection de certains termes en même temps que les labels pour voir s'il y a d'autres termes, s'il y a des termes spécifiquement qui vont être pondérés de manière différente pour impacter l'étiquetage ou le code prédit. Donc, nos échantillons ont été découpés comme suit. Donc, on a les 4 services avec un échantillon d'apprentissage, un échantillon de validation, ainsi qu'un échantillon d'évaluation qui comporte 30% de l'activité de l'année la plus récente. Donc, pour ces 4 services, chacun de ces services compte 2 ou 3 unités médicales. On a pour cette présentation sélectionné 2 métriques d'évaluation qui sont le taux de codage et l'accuracy. Donc, l'accuracy, pas la peine c'est juste évaluer la capacité du modèle à dire la vérité ou se tromper en cas de codage automatique. Et le taux de codage, on a essayé d'utiliser les probabilités pour se prononcer uniquement sur les séjours avec une certaine certitude. C'est-à-dire, avant de coder un séjour de manière automatique, je suis quasiment sûr ou avec un certain seuil de confiance de prédire le bon code ou de suggérer le bon code. Donc, sans transition, on va passer directement aux résultats des différents services. Donc, juste pour schématiser rapidement, donc, on avait des approches de deep learning en utilisant du courrier, des données structurées, etc., qui sont en prod dans certaines unités médicales, dans les mêmes unités médicales que je présente, sans l'utilisation de LLM. Donc, à titre indicatif, ce qui est en rouge, c'est notre approche deep learning pour les résultats de services en cardiologie. Donc, on se prononçait sur 21% des séjours avec une précision diagnostic principal, diagnostic réel correcte de 91%. En introduisant ces nouveaux modèles LLM, donc on a comparé nos 4 modèles LLM donc, avec Label Wise Attention ou sans, avec CCAM ou sans CCAM. Et on remarque par exemple que pour cette unité de cardiologie,
on gagne en taux de codage de 9% en améliorant la prédiction des PDR, donc en ayant une prédiction correcte de 92%. Si on souhaitait suggérer au lieu de coder automatiquement, donc c'est l'autre colonne, le codage par suggestion, on se prononce sur 92% des séjours et on arrive à couvrir 67% des DPDR par suggestion. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le codage automatique, donc on va rester sur la principale information, c'est qu'une approche LLM hybride avec CCM et Label Wise Attention apporte un taux de codage meilleur, tout en gardant une très bonne accuracy. Pour les services d'urologie, c'est la même chose. Donc, on compare encore une fois. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce n'est pas toujours la même architecture qui présente les mêmes scores. Par exemple, ici, on n'a pas eu besoin de Label Wise Attention pour obtenir la meilleure configuration en termes de score. Donc, par exemple, sans Label Wise Attention, avec du CRH et des CCAM, on a 44% de séjours prédits avec une prédiction avec une accuracy de 96%, améliorant ainsi donc un taux de codage de 27% pour une accuracy égale, quoi. Qu'est-ce que je dois faire ? En plus, j'ai essayé de faire vite. Hein. D'accord. OK. Allez. Donc, pour la pédiatrie. Donc, pour la pédiatrie, les scores, on a pété le score, au vrai sens du terme. Donc, on a eu, on s'est prononcé sur 62% des séjours de la pédiatrie. C'est une unité médicale qui est assez complexe à coder pour une prédiction de 97%. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me prononce sur 62% de toute l'activité de la pédiatrie du GHICL, et sur tous les séjours où j'ai proposé un DP ou un DR, j'ai 97% de précision, là où une approche deep learning qu'on croyait très solide, et qui est solide dans les faits, se prononçait sur 22% des séjours avec une précision de 90%. Bah, c'est la conclusion, du coup. On va se la partager à deux. Donc, juste pour... je pense que l'information principale à retenir, c'est que les LLM, ça fonctionne très bien, mais ce n'est pas magique. Il y a des approches très anciennes, très, très basiques, qui peuvent présenter des résultats quasi similaires ou limite mieux que des LLM fine-tunés qui ont besoin de GPU pour s'exécuter, etc., etc. Mais on est quand même sur quelque chose de très puissant, en tout cas appliqué à notre use case sur le codage automatique. On peut avoir des améliorations jusqu'à 77% en termes de taux de codage et 20% en accuracy. Donc, c'est des solutions qui peuvent être adaptées, soit en codage automatique, soit en suggestion, pour essayer de maximiser la couverture de ce codage automatique. Les modèles actuels que je vous ai présentés sont déjà packagés depuis un petit moment et les premiers tests in vitro ont été déjà concluants. Donc, l'objectif, c'est de vraiment mettre ça en production la plus totale possible. Et on a une approche similaire qui est en cours de développement pour les diagnostics associés, où c'est encore une autre paire de manches parce que c'est des diagnostics qui sont... L'approche est un peu différente. Et dans la suite des travaux, donc on pense aussi à tester d'autres modèles, d'autres LLM comme BioMistral, qui est aussi pour le médical et pour le français. Et je laisse la parole à Léo. Ouais, merci Ismat. Du coup, c'est vrai que nous, le codage automatique, et notamment par LLM, au niveau du département d'information médicale, c'est vraiment l'avenir. Enfin, par exemple, au GHICL, nous, c'est les médecins qui codent en premier les diagnostics lorsque le patient part. Donc, juste le fait de coder automatiquement ces séjours, ça pourrait permettre de gagner un temps énorme médical, donc que les médecins aujourd'hui utilisent dans un temps administratif, donc de vraiment le passer dans un temps médical. Donc, il y a vraiment un gros enjeu au GHICL, en tout cas, pour tous ces diagnostics calculés automatiquement. Merci. C'est pour les gens en ligne. Merci beaucoup. S'il y a une question dans la salle, on la prend maintenant. C'est le gagnant. Merci.
J'ai plus une question. Implémentation concrète, établissement. L'organisation des DIM, c'est assez polymorphe selon les établissements. Les cas limites, les cas, alors peut-être dire une connerie, mais d'hallucination dans la prédiction d'un codage, peu importe. Comment vous gérez ces cas limites-là pour pas qu'il y ait... En fait, il y a toujours la probabilité en termes de fréquence. Bon, ça c'est important. Si ça survient, l'événement survient tout le temps, c'est chiant. Par contre, il y a aussi la criticité, entre guillemets, je sais pas, sur un séjour de réanimation adulte, on met un diagnostic de pédiatrie. Comment on gère cette suggestion de codage automatique complètement aberrante? C'est vraiment implémentation concrète sur le terrain, les professionnels. Comment on gère ce truc où on va faire une connerie en fait? Si je peux me permettre, donc la question, juste pour prendre l'exemple que vous venez de citer, c'est comment être sûr de ne pas mettre un diagnostic de pédiatrie dans un diagnostic pour une unité médicale d'anesthésie. Comment on gère les erreurs juste pour les modèles qu'on propose sont unités médicales ad hoc. Donc nous, on va faire du mimétisme de ce qui a déjà été codé. Donc si déjà là, ça va limiter forcément les biais. Donc si le médecin, pas entièrement, mais en bonne partie. Donc si un médecin si un team de l'unité d'anesthésie n'a pas fait l'erreur de faire avant nous un code de pédiatrie ou etc. pour ça, ce qui est sûr, c'est que le LLM ne va pas faire cette erreur-là. Déjà, on limite la case dans un premier temps, et c'est pas suffisant parce qu'on peut faire un apprentissage sur tout l'établissement, et du coup, donc là, forcément, on n'aura plus cette version de contrôle. Il y a aussi, donc avec le calcul de fonction de groupage, si on associe des DAS et des DP qui n'ont aucune cohérence, forcément, ça ne va jamais passer en groupage, et le séjour sera rejeté. Donc, à mon humble avis, les deux réponses que je peux vous apporter sont celles-là. Ça fait perdre une seconde de plus. Je plaisante. Juste une mini-question qui a été posée par Camille. Aviez-vous testé Alibert comme LLM? Non, non, on n'a pas encore testé, mais on peut tester éventuellement. En fait, il y a une infinité de LLM qui pilulent partout sur GitHub, donc on peut en tester beaucoup. Celui-là, en particulier, qui vient d'être cité, n'a pas encore été testé, mais pourquoi pas bientôt. Un grand merci. Merci beaucoup. De rien. Voilà, pour la troisième présentation, entreprise, on reçoit donc Sama Galoussi pour Aliatech. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, Sama Galoussi, je suis ingénieure, data scientist, mais aussi fondatrice d'une startup dont on va parler un peu plus tout à l'heure. J'ai travaillé 3 ans au CEA en tant qu'ingénieur-chercheur. CEA LIS, donc spécialisé dans le traitement automatique des langues, enfin dans l'équipe spécialisée. C'est là d'ailleurs que j'ai appris tout ce que j'ai pu appliquer aujourd'hui dans le domaine du NLP et des chatbots en particulier. J'ai aussi travaillé au ministère de la Santé en tant que data scientist, entrepreneur d'intérêt général. Je ne sais pas si ça vous parle, s'il y en a qui en ont déjà entendu parler peut-être, levez la main. Ok, top. Et aujourd'hui, donc depuis 2019, je suis la fondatrice de Aliatech. Et maintenant, on va parler un peu plus de ce sujet et de l'application du NLP dans ce sujet. Ok, donc le problème, c'est celui de la barrière de la langue durant les consultations médicales. Il y a plein de problématiques qui sont liées à ça, notamment le coût élevé de l'interprète, les consultations qui durent beaucoup plus longtemps, risque de mauvais diagnostics ou d'omission, renoncement des soins médicaux pour les patients, problématiques de confidentialité aussi. Mais rien de mieux que les vidéos pour en parler.
Là, vous voyez, ça c'est le quotidien des hôpitaux parisiens avec des patients qui ne parlent pas le français. Il y a des solutions qui existent aujourd'hui, c'est l'interprète, c'est la meilleure des solutions. Donc c'est un humain qui est professionnel dans le secteur et qui vient durant la consultation, ou bien on l'appelle au téléphone. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a toujours un laps de temps avant de pouvoir le contacter, donc c'est pas forcément l'idéal, surtout pour les problèmes de disponibilité. Et aussi, ça coûte assez cher, c'est entre 25 et 30 euros pour 15 minutes au téléphone, et c'est par tranche de 15 minutes. L'autre solution, ça va être de venir avec quelqu'un, donc de sa famille ou une personne aussi de l'équipe médicale qui connaît la langue et qui va pouvoir aider à traduire. Mais là, le souci de c'est le secret médical, il n'y en a pas du tout. Et en plus, on ne sait pas si les traductions sont bonnes ou pas, en fait, quand c'est une personne qui n'est pas habilitée à traduire, qui fait les traductions. Du coup, vous l'avez vu dans la vidéo, Google Trad ou d'autres systèmes, il y a plein de systèmes de traduction classiques qui existent. Le truc, c'est que ces systèmes-là, ils ne sont pas adaptés pour ce cas d'usage en particulier. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va pas forcément comprendre déjà, comme on a pu le voir, mais aussi, des fois, il peut même y avoir des ambiguïtés de sens. Pourquoi ? Google Trad ou autres ne prennent pas le contexte médical ni la culture du patient. Et donc, ce qui peut se passer, c'est des ambiguïtés de sens. Là, ce que vous voyez à l'écran, en ourdou, au revoir avec Google Translate. Si vous demandez à un patient pakistanais, vous dites au revoir, juste au revoir, il va comprendre une sorte de adieu, au revoir définitif. Juste imaginez un patient qui va faire une opération, le médecin lui dit oui, au revoir avec Google Translate. C'est à déconseiller. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est une solution qui va utiliser, bien sûr, les outils de NLP pour pouvoir faciliter la traduction contextualisée, bien sûr, en temps réel, des interactions médicales. On va tenir compte, le but, c'est de tenir compte donc du vocabulaire médical, des nuances du domaine de la santé, et aussi, et bien sûr, le contexte culturel du patient. Ça, c'est super important quand on communique avec un patient. Pourquoi ? Parce que, en fonction de la culture, on ne comprendra pas forcément la question de la même manière. Un exemple. Si vous avez un patient vietnamien et vous lui dites est-ce que vous mangez salé ? Il va sûrement dire non. Si vous lui dites est-ce que vous mangez de la sauce poisson ? Oui, tous les jours. La sauce poisson, c'est super salé. Et la question, l'intention derrière la question, c'est plus de savoir s'il y a un risque de maladie cardiovasculaire, par exemple, ou autre, en fait. Donc, l'intention derrière la question, le patient, là, il ne va pas forcément le comprendre. Et donc, nous, ce qu'on veut faire avec, justement, la solution qu'on propose, c'est d'aller comprendre l'intention derrière une question et pas proposer juste des traductions mot à mot. Et maintenant, on va en parler un peu plus. Donc déjà, on va voir, bon là, c'est juste un petit schéma qui montre un peu comment ça se passe habituellement. Donc, on a le patient et après, donc c'est soit en face à face, soit en visio ou au téléphone avec l'interprète qui fait un peu la barrière entre le patient et le praticien. Donc là, le modèle proposé, ça va être le patient qui passe par l'application au lieu de passer par une tierce personne pour pouvoir justement communiquer de manière simple avec le praticien, mais de manière sûre également. Et donc pour ça, il faut voir comment ça se passe quand c'est un professionnel, quand c'est un interprète, et on essaie de refaire la même chose. Comment ça se passe ? On va le voir tout de suite. Première chose. Alors là, je vais d'abord vous montrer les premiers résultats qu'on avait lorsqu'on a commencé le projet.
Bon, ça date un peu, vous allez le voir, c'est en ligne de commande. Donc, le challenge, c'était d'arriver justement à mettre en place pas juste un traducteur, mais vraiment un interprète médical. Et puis là, on va voir une petite démo. Donc là, vous voyez du code Python derrière, d'ailleurs. Alors, juste pour vous dire, il y a du son là, on entend aussi. Et en fait, regardez bien l'écran. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir dans l'écran, mais en fait, c'est qu'on a la requête, donc la phrase qui a été dite, la phrase médicale. Derrière, il y a une reformulation. Et c'est ça qui fait la différence avec tous les systèmes qui existent aujourd'hui de traduction, qui sont très souvent des systèmes automatiques. Là, on rajoute une surcouche d'apprentissage qui fait, enfin, de compréhension de l'intention, donc qui fait qu'on ne va pas juste proposer une traduction mot à mot, mais on va essayer de comprendre l'intention derrière la question, la reformule au praticien comme un professionnel aurait pu le faire pour s'assurer qu'il a bien compris ce que le médecin voulait dire. Et c'est ça que l'on va traduire. Et comme ça, on ne prend pas de risque. Pourquoi on ne prend pas de risque? Parce que justement, on demande à des praticiens qui ont la double culture de vérifier les phrases pour nous. Le côté humain, c'est super important. La vérification humaine, c'est ça qui fait la qualité. Vous posez sûrement la question, oui, est-ce que derrière, il y a des LLM, etc. Alors, pour ça, non, et on n'en veut pas pour le moment. On a d'autres fonctionnalités qui les utilisent. Mais là, pour cette fonctionnalité-là, par rapport à la compréhension, du machine learning, bien sûr, mais pas la peine de mettre du génératif. Pourquoi? Le génératif, aujourd'hui, c'est super quand on veut gagner du temps. C'est le but. Si par contre, on n'est pas sûr de l'information et qu'on prend ça, on prend des gros risques. Et on ne veut pas prendre de risques dans le secteur médical. Ça, c'est clair et net. Donc, on ne va pas demander à une IA générative de nous traduire et de contextualiser. Alors, certes, elle ne va pas se tromper tout le temps, hein. Bien entendu, ça reste des systèmes qui sont très performants. Mais le risque, on ne le prendra pas. Raison pour laquelle il faut absolument garder de l'humain dans le process. Et ça, c'est très important. Alors, vous avez vu le terminal, ligne de commande, voilà, c'était au début de l'aventure. Aujourd'hui, Aliatech, c'est une application mobile. Vous pouvez la télécharger, la tester gratuitement, et aussi web app. On va faire tout à l'heure une démonstration. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Hop. Alors là, je vais juste vous montrer un peu de quoi je parlais quand je parlais d'intention. Une phrase, imaginez, donc la phrase que j'ai dite, c'est celle qu'on entendait tout à l'heure dans la vidéo. Où est-ce que vous avez mal? Ça, c'est la phrase que le médecin va dire. Okay? Derrière, en fait, le système, il va lire, il va proposer tout de même une traduction aussi automatique. Il y a deux traductions, en fait. La traduction automatique, on la met de côté. Le plus important, c'est celle-là. C'est la seconde. C'est la reformulation. Le praticien, la première qu'il voit, c'est la reformulation, justement. Ça va lui permettre de voir que le système a bien compris ce qu'il a voulu dire. Parce que voilà, pouvez-vous me montrer où vous avez mal? Ok, c'est la même chose. Et derrière, on sait que la traduction, comme elle a été vérifiée par un praticien qui a la double culture, on a la bonne manière de parler, de manière à ce que le médecin puisse donner l'impression au patient que lorsqu'il parle avec lui, il connaît sa culture, il sait comment en tout cas, agir avec lui. Ça, c'est très important de ne pas oublier le côté, l'aspect culturel, en fait, dans la langue. Alors, bon, là, j'aurais pas trop le temps d'en discuter, mais en tout cas, c'était pour discuter, plus pour parler un peu au départ, comment on fait. Il nous faut un dataset pour commencer. Donc, on fait du scrapping, on récupère un maximum de data. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, il y a pas mal en fait, comment ça se passe, c'est qu'on a des PDF avec les phrases en français et la traduction dans la langue du patient. Bon, là, le souci, c'est qu'il faut déjà savoir lire et écrire, ce qui n'est pas le cas de tous les patients. Et ça reste assez limité parce qu'il faut choisir dans cette liste-là. L'IA permet, dans ce cas-là, de personnaliser. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir parler, le médecin parle comme il le souhaite, et derrière, il y a une intention principale qui va être rattachée. Alors, on va passer un peu plus vite. On a aussi une fonctionnalité pour le crowdsourcing. Le but, c'est que pour aller au plus vite possible, c'est d'avoir aussi la possibilité, via l'application,
Vous restez appuyé un peu longtemps dessus, il y aura des options qui se proposent et vous pouvez nous aider également à vérifier justement les traductions et améliorer l'application pour aller encore plus vite dans les langues proposées et dans les domaines également de spécialisation. Le plus important quand on utilise de la recherche pour ensuite appliquer en tout cas à un domaine particulier, c'est d'aller sur le terrain et de tester. Donc, on a pu déjà tester avec la Croix-Rouge, à Hôtel-Dieu, ici, et avec beaucoup de praticiens. Et on a aussi des établissements de santé donc, avec qui on teste en ce moment. Alors, là, c'est pour vous montrer un peu les nouvelles fonctionnalités que l'on propose. Je n'aurai pas trop le temps d'en parler, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour la pédiatrie, c'est un domaine assez particulier. Donc, il faut faire un modèle spécifique par rapport à ça. Donc, vous aurez l'occasion de voir ça pour ceux qui sont intéressés. On pourra en parler par la suite. Maintenant, on passe à la démo. Alors, je vais devoir connecter mon ordinateur. Voici l'application. Là, c'est la version web app. Elle est faite pour le praticien. J'ai fait le pas. Merci. Et donc, le praticien, il va choisir la langue de son patient. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore mis de système de détection de la langue automatiquement, mais il y a le drapeau qui aide et la langue, le nom du pays dans la langue du patient. On va tester en anglais, comme ça on est sûr que tout le monde comprend. Hop, démarrer la conversation. Et là, on rentre, donc, soit je vais utiliser le micro. Où est-ce que vous avez mal? Double-clic pour l'envoyer. Alors, là, il y a un petit temps. Normalement, ça va beaucoup plus vite, hein, mais ça dépend. En fait, Where does it hurt? Réseau. Voilà, on entend la voix, en fait. Donc, on peut parler avec la voix et entendre la réponse, ce qui est très pertinent pour les patients qui ne savent pas lire et écrire. On a aussi ajouté des fonctionnalités qui sortent un peu du NLP, mais c'est plus pour aller plus vite pour les praticiens, pour qu'ils puissent directement envoyer les phrases, When did the pain start? les questions qu'ils posent tout le temps, de manière à pouvoir aller beaucoup plus vite dans leur pratique. Et ça, c'est vraiment grâce au retour terrain. D'où l'importance des retours terrain lorsque on applique un domaine. On a aussi le côté patient, il peut répondre, il peut dire où est-ce qu'il a mal. Hop. On va montrer. Donc, il peut même montrer aussi sur une carte. Right forearm. Et envoyer. Alors, pourquoi la carte? C'est encore une fois les retours utilisateurs qui font que c'est plus simple pour un patient de montrer sur une carte que sur son propre corps des fois. Merci à tous. Il y a encore plusieurs options, mais on n'aura pas le temps d'en parler. En tout cas, je vous invite à tester l'application et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup, Sama. Alors, comme pour la présentation précédente, une question. C'est vous, l'élu. Du coup, bonsoir. Je vous remercie beaucoup pour la présentation. C'était très intéressant. Si vous n'avez pas vraiment travaillé avec les LLM, c'est quel modèle que vous avez choisi pour faire cette transformation speech to text? Par rapport au speech to text? Yes. Alors, nous, j'ai pas eu le temps d'en parler exactement, en fait. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne gère pas le speech to text. On utilise une API pour ça. Ce n'est pas notre spécialité. Nous, on utilise en entrée directement le texte. D'ailleurs, on ne sauvegarde pas les vocaux, la reconnaissance du micro. On prend celle locale de l'appareil. D'accord. Et c'est quelle API vous avez travaillé avec? Il y en a plusieurs. Oui. En ce moment, alors ça dépend, il y en a plusieurs. Du coup, si je m'avance maintenant, en fait, ça va faire comme si on avait choisi. Mais en tout cas, on utilise les outils Azure, parce qu'ils sont super bons. Et également la reconnaissance en local du téléphone. Donc, ça dépendra de si c'est Android iOS, qui permet de garder plus comment dire, pas passer par le cloud. C'est une autre question. Merci. Allez, Natalia.
En fait, l'adaptation culturelle, donc il y a énormément de pays, du coup énormément de culture derrière. Donc comment vous la faites? Alors, comme c'est de l'automatisation, ce qu'on fait, c'est que le travail qu'un interprète ferait tous les jours, ou qu'une personne, en tout cas traduit, ferait tous les jours, ça, on l'intègre dans l'application. Et une fois qu'on l'intègre, on n'a plus besoin de la réintégrer. C'est juste de l'automatisation. Donc, en fait, pour pouvoir collecter les différentes cultures, ça, c'est vraiment au cas par cas. On peut prendre un exemple pour l'arabe. On a l'arabe tunisien, marocain, algérien, etc., ce qui n'est pas juste l'arabe littéraire. Ça, d'ailleurs, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a une réelle différence, en fait, dans le vocabulaire et même dans la compréhension. Et tout ça, on l'ajoute grâce aux praticiens. Donc, on a un réseau de praticiens, de médecins qui ont une double culture et qui nous aident justement dans la vérification, dans la validation des phrases médicales. Notre but, c'est d'en avoir le maximum. C'est les reformulations, en fait? Tout à fait, c'est les reformulations. Merci. Merci. Merci beaucoup. Pour un mini mot de conclusion, nous allons appeler Céline Greiner et Philippe Geslin. Mais si, toujours. Mais tu dis toujours ça. Vraiment super mini. Bon, c'est Céline alors. En fait, on ne s'est même pas concerté. Pas non. Bon, déjà, merci à tous d'être venus nombreux, à la fois en ligne en fait et en présentiel. On aime bien vous recevoir en présentiel, d'autant que INRIA organise après un super. Elles sont là d'ailleurs. Tu vérifies, ouais, c'est ça. Les pizzas sont arrivées, les bières aussi. Voilà. Donc... aussi pour vous dire qu'on a prévu, et c'est pas un poisson d'avril, d'organiser un prochain meet-up donc en 2025, le 1er avril. Même format, présentation recherche, trois cas d'usage d'entreprise. Le format marche plutôt bien. Et on est assez preneur aussi de vos retours, de vos besoins, de savoir un petit peu comment on peut orienter l'année prochaine ces meet-up pour répondre en fait à vos thématiques du quotidien et vous aider à progresser sur le sujet. Oui, puis on est aussi preneur de vos idées, enfin des thématiques pour des éditions suivantes. Même si là, le 1er avril, on pourrait peut-être imaginer, je ne sais pas, la gestion automatique de l'humour. Je ne parle pas de l'humour médical parce que c'est un peu particulier. Certains en ont quand même. Oui, c'est vrai, c'est possible. Et pourquoi pas d'ailleurs, si vous avez quelques idées là-dessus. Voilà. Tout ça pour dire on est super ouvert. Oui. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter pour justement alimenter en fait toute cette dynamique, puisqu'on fait ça avec vous, pour vous et en co-construction finalement avec vous. Merci. Et on se retrouve juste à côté pour les pizzas. Donc, bon appétit. Et merci à tous les intervenants et les organisateurs. T'as raison.